et se livrer. Et notre art, c'est un petit peu de puncher, d'être intelligemment intrusif, mais au bon sens du terme, pour les aider à déminer les choses. Mais sinon, un peu, c'est peut-être cette idée. Cet homme, il a été condamné, ça a été noté, avant la loi de 98, qui a structuré l'injonction de soins. Donc peut-être, il a eu à l'époque pas de suivi du tout, un suivi, et donc finalement, on n'a pas réussi peut-être à aller chercher un petit peu une petite tonalité obsédante qui était présente. On voit quand même que son rapport quand même aux jeunes filles est un élément en commun entre le fait de 96 et on voit les images, on voit que c'est une toute jeune pubère, quoi, un petit peu. Donc voilà, c'est-à-dire les suivis doivent, je vais utiliser un mot un petit peu médical, chirurgicalement aller chercher dans le fonctionnement psychique les ressorts qui sous-tendent l'acte. C'est pas facile. Parfois on réussit et on diminue statistiquement la récidive grâce au suivi, et parfois avec certains sujets on le fait incomplètement, on le fait pas du tout, et donc la petite musique est là, et dans des moments de fragilisation ça peut réémerger, mais encore une fois les récidivistes sont moins nombreux que ceux qui nous écoutent pourraient penser. Alors, on a entendu tout à l'heure les quelques mots de la maman de ce petit garçon qui avait repéré cet homme, qui avait trouvé son comportement étrange vis-à-vis d'Angélique, une petite fille que ses proches disaient craintive. Il l'avait vraisemblablement amadouée parce qu'elle le connaissait. Et voici ce témoignage, donc ce long témoignage qui raconte comment il l'a convaincu de le suivre, a priori au départ de son plein gré. Angélique jouait juste derrière lui. Et il y a un monsieur qui est arrivé, pas très loin du parc, et dès qu'Angélique l'a vu, elle est partie vers lui. D'après mon garçon, non, il n'y aurait pas eu d'échange en parole. Maman qui m'a averti qu'Angélique avait disparu. Donc je lui ai dit, j'ai questionné mon fils, il sait des choses, il a vu Angélique partir avec un homme. Donc de là, comme il y avait déjà les enquêteurs chez les parents d'Angélique, du coup, ils ont été avertis, ils sont venus me voir, nous avons été voir mon fils dans le parc, puisqu'il était à ce moment-là en train de jouer en bas, et ils lui ont demandé s'il avait vu des choses, et comme il avait vu des choses, ils nous ont demandé de les suivre au commissariat. Alors, sa réaction, il est un peu attristé, il ne montre pas sa peine, il a envie de passer à autre chose, parce que c'est difficile pour lui. C'est quel genre de question? Maman, est-ce qu'on l'a retrouvé? Qu'est-ce qu'il a pu lui faire? Comment il a tué? En fait, maman, t'as vu, j'avais raison, j'avais pas menti. De comment il était, le monsieur. Toutes ces choses-là. Il a croisé son chemin et je me dis, est-ce que aussi mon fils, comment il va grandir avec ça? Comment il va pouvoir avancer avec ça? Voilà, c'est un témoignage que l'on vous fait entendre parce que ça soulève aussi encore d'autres questions liées à cette affaire. Et on parlait de la réaction de toute une société vis-à-vis de ces faits divers. Ils sont, il faut le dire, vous le disiez, ces récidives sont rares, et c'est ce que vous disiez aussi, mais à chaque fois, on a le sentiment, en fait, Serge Portalis, que depuis des années, ça se passe de la même manière, on réagit de la même façon, et que, alors il y a eu des progrès, mais on a un peu l'impression de revenir à la case départ à chaque fois. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a eu vraiment, depuis une vingtaine d'années, des progrès. Je pars simplement de ce témoignage. Voilà. Vous le présentez, d'abord c'est très indirect puisque c'est le père de l'enfant qui... C'est sa maman. Mais on a modifié sa voix à sa demande, c'est sa maman. Mais moi, ce que je pense immédiatement, et je pense aussi, docteur Coutanceau comme moi, c'est que cet enfant aura besoin très vite d'un suivi. Parce que ce qu'on a découvert depuis à peu près une vingtaine, une trentaine d'années, c'est que ce type d'affaires n'atteint pas simplement la victime directe, pas simplement d'ailleurs non plus les très proches, mais peut aussi très gravement impacter des gens qui sont aux alentours, et notamment un témoin important, parce que cet enfant risque, il risque la culpabilité. Très lourdement, de porter une culpabilité qui évidemment n'est pas la sienne. Et donc, enfin, un des progrès, justement, ça a été d'élargir un peu le champ des soins, de savoir que les thérapies ne doivent pas simplement s'adresser à ceux qui sont dans le champ immédiat
de l'infraction, mais ceux qui sont tout autour et qui peuvent en souffrir, et ils sont très nombreux. On a dit aussi que les progrès, c'est pas simplement vis-à-vis des auteurs, il y en a eu, mais vis-à-vis aussi des victimes. On a un peu mieux compris ce que c'était qu'un traumatisme, un psychotraumatisme, quels étaient les effets de ce type de crime sur les victimes. Et on le voit bien d'ailleurs, ce qui a changé. Depuis quelque temps, on voit apparaître vraiment dans les médias grand public des affaires où on s'aperçoit que quelqu'un qui était très connu a commis toute une série d'attouchements, de viols, d'agressions, tout ça. Voilà. Mais ce qui change, c'est qu'on prend enfin en considération ces choses-là et qu'on admet que l'effet du traumatisme est tel qu'il empêche une victime de prendre la parole et de déposer plainte. On a créé aussi, je vous mets ça un petit peu en vrac, mais ce qu'on appelle les enquêtes de victimation. Les enquêtes de victimation, c'est apparu depuis maintenant un peu plus d'une trentaine d'années, où on s'est dit, pour connaître la réalité d'une criminalité, et en même temps pour savoir qui sont vraiment les victimes, on ne va pas simplement se contenter des enquêtes de police et de gendarmerie, du nombre de plaintes qu'on additionne. On va aussi faire des enquêtes larges, par échantillonnage, et puis on va savoir, on va interroger les gens. En France, il y a comme ça des enquêtes de victimation chaque année, où on interroge 16 000 ménages. Pour savoir, on questionne chacun pour savoir est-ce que vous avez été victime dans l'année qui a précédé d'infractions sur les biens, sur les personnes. Et on s'aperçoit notamment, et ça c'est nouveau, enfin maintenant c'est connu, mais c'est relativement nouveau, qu'il y a en matière d'infractions d'atteinte aux personnes et surtout d'infractions sexuelles, qu'il y a très peu de plaintes déposées par rapport à la réalité du nombre de viols. Donc ça a changé énormément de choses dans l'appréhension de cette délinquance-là et aussi dans la prise en charge et dans le traitement des victimes. Donc, enfin, on pourrait continuer comme ça. Je veux dire, on ne peut pas laisser dire, je pense, que depuis 20 ans, on n'a rien fait, il ne s'est rien passé. Non, non. Il y a à la fois au niveau du législateur, au niveau des enquêteurs, au niveau même de la justice, au niveau de la prise en charge, il y a des choses nouvelles. Maintenant, comme le disait le docteur Coutanceau, on arrivera, mais alors jamais à la récidive zéro. Non seulement à la récidive zéro, mais à empêcher ce genre de crime et de délit. C'est inscrit dans l'humanité. Ce que je voulais dire, c'est que les questions restent les mêmes. Alors peut-être que la mienne était mal formulée sur cette prise en charge des victimes. C'est ce que vous percevez aussi une fois qu'on est dans le dossier. L'accompagnement a changé, l'écoute n'est plus la même. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, je pense que c'est aussi intéressant, je voudrais revenir à ce qui a été dit, sur la réaction de l'opinion publique et la colère face à ce genre de situation. Et c'est vrai que ce ressenti, il est légitime. Donc on ne peut pas dire que cette colère, elle n'est pas légitime, elle est légitime. Ce dossier, il a une configuration qui est quand même très singulière, parce que les conditions dans lesquelles il a été condamné, et donc l'absence de suivi socio-judiciaire ou de mesures qui ont été prises à l'époque... Qui n'existaient pas à l'époque, et c'est la raison pour laquelle... Il y a eu des changements. Donc en réalité, aujourd'hui, cette colère, ce n'est pas une colère contre le système tel qu'il existe aujourd'hui, c'est une colère contre le système tel qu'il existait il y a 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, ce monsieur, s'il était condamné, il aurait probablement la possibilité en détention d'avoir un suivi très différent, il aurait la possibilité d'avoir peut-être un aménagement de peine. Et aménagement de peine, ça ne veut pas simplement dire qu'on sort de prison. Ça veut aussi dire qu'on ait mis en place un suivi, un encadrement à la sortie qui permet d'accompagner la personne et de prévenir la récidive. Parce qu'on sait que l'aménagement de peine, il empêche la récidive de manière très importante. C'est 60% de moins de récidive quand on a un aménagement de peine. Et puis surtout, ce qui a été mis en place cette fois en 2008, c'est la sûreté judiciaire ou alors la surveillance judiciaire. Ça veut dire quoi ? La rétention de sûreté. La rétention de sûreté, pardon. La rétention de sûreté qui permettrait à la fin de sa peine de justement évaluer annuellement la dangerosité et éventuellement de le maintenir en détention pour éviter ça. Donc, si vous voulez... c'est pas forcément un progrès. Hein. Non, je ne dis pas que c'est un progrès ou pas, mais ce que je dis, c'est que le procès qu'on essaye de faire à cette récidive, au fait qu'il n'était pas suivi pendant tant d'années, c'est un procès qu'on ne peut pas faire au système judiciaire actuel. Et que des choses ont été faites et que des évolutions, il y en a eu.
Parce qu'on essaie aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de comprendre ce qui s'est passé entre il y a 20 ans et aujourd'hui. Je vous propose ce portrait réalisé par Justine Corbillon de cet homme qui était en garde à vue et qui a avoué avoir tué la petite Angélique. Il pose ici entouré de sa femme et ses 2 fils. Père de famille souriant, comme lors de ses vacances à la mer ou au château de la Loire. C'est pourtant ce même homme qui a avoué hier avoir tué Angélique, 13 ans, une fillette du même âge que son fils aîné. C'est dans cette maison de Vambrechy, à 10 km de Lille, que David R. habite avec sa famille. Chauffeur de bus pour une société de transport lilloise, il est décrit par le voisinage comme aimable, insoupçonnable. Il était gentil, il nous disait bonjour, il était là-bas dans le parc, il faisait ses étirements et tout, avec ses enfants. Je comprends pas pourquoi il a fait ça, je comprends pas. Jamais vous auriez pensé ça. Souriant, agréable, c'est une horreur, quoi. L'homme était donc connu des habitants, même bénévole à l'école de son fils. Et surtout, il habitait il y a encore 3 ans, 2 étages au-dessus des parents d'Angélique, ce qui explique qu'elle le connaissait et acceptait de le suivre. Sauf qu'à Vambrechy, ce que personne ne savait, c'est que ce père de famille de 45 ans avait déjà violé, à quelques kilomètres de là, à la Madeleine, il y a très longtemps, en 1994. Il avait alors 20 ans. Il y avait un viol avec arme sur mineur de 15 ans, mineur de moins de 15 ans, la jeune victime avait 12 ans à l'époque, et 2 agressions sexuelles commises sur des femmes d'une quarantaine d'années, ainsi qu'un vol avec violence. Cette année-là, il va écoper d'une peine de 9 ans d'emprisonnement. Il en fera 6 grâce à une remise de peine et sortira en 2000. Depuis sa libération, il a été inscrit en 2005 au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles, mais n'avait pas fait parler de lui pendant 18 ans, jusqu'à cet aveu hier, où il dit avoir tué Angélique. Là, autre chose, il semblait s'être réinséré. Il s'est marié, cet homme, il a eu des enfants. Il vivait dans cette commune avec des activités. Il participait, même il était investi dans la vie de la commune. Oui, je dirais que, vous savez, parfois, on a une représentation du délinquant sexuel avec ceux qui sont les plus inquiétants pour tout un chacun, les prédateurs, les récidivistes ou même serial violeurs. Mais on le voit, beaucoup d'agresseurs sexuels sont bien sûr le père de quelqu'un, le fils de quelqu'un, le grand-père de quelqu'un, le frère de quelqu'un. C'est-à-dire qu'au fond, ce sont des sujets qui sont finalement proches de la normale par certains aspects, mais qui, dans un domaine qui est celui de la sexualité est peut-être la chose qui, dans le monde humain, est la plus difficile à maîtriser, à apprivoiser. Moi, j'aime bien ce mot, apprivoiser la sexualité. Je crois que les gens normaux, ils ont des fantasmes comme tout le monde, mais ils ont apprivoisé la sexualité. Il y a des gens, ils n'apprivoisent pas la sexualité. Et donc, effectivement, je dirais que, est-ce que finalement, son adaptation était de façade? Non, ça montre que cet homme avait la capacité de s'adapter. Sauf quand même, peut-être, on voit que dans les 2 passages à l'acte, et puis, regardez quand même le premier. Il a 21 ans. Alors souvent, ça m'est arrivé moi aussi en tant qu'évaluateur. On se dit, bon, il est jeune, c'est un dérapage de quelqu'un de jeune. Parfois, je vois des parents de jeunes auteurs qui me disent, est-ce que c'est pas l'immaturité docteur? Mais regardez quand même que l'histoire de ce garçon en 87, il agresse une petite fille, je prends les mots du procureur, de 12 ans. Il a une arme. Dans la même séquence de temps, il a agressé, pas de viol, mais des femmes adultes. Donc, finalement, vous voyez, la sérialité aussi, avant la première condamnation, est un facteur de risque. Et si vous me demandez, j'ai vu dans cette journée des gens qui disent « on ne fait rien en France ». Mais non, on a beaucoup évolué. Sauf si vous me demandez les 2 améliorations. Je dirais l'une, c'est aussi le champ de l'expertise et de toutes les professions. Mieux évaluer le risque. Il y a des délinquants qui sont plus dangereux que d'autres. Je sais bien que c'est la patate chaude, c'est un sujet à risque, la danger criminologique, mais c'est vrai que si on ne s'autorise pas à flécher le petit groupe de ceux qu'on pense qui sont plus dangereux, on va saupoudrer un suivi général pour tout le monde et ça ne marchera pas. Et la deuxième chose, regardez, on a des consultations spécialisées, on en a dans toute la France. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui à l'État, c'est de les reconnaître. Comme il y a des services de médecine légale, on voudrait qu'il y ait des services publics qui soient de
psy-légal, pour qu'on puisse, à l'intérieur de ces services, s'occuper de ceux qui ont préoccupé le plus la société. Voilà 2 éléments de progression dans un échiquier du soin qui a quand même bien amélioré depuis 25 ans. Mais pardon, mais vous ne pensez pas qu'on l'avait oublié justement parce qu'il ne s'est rien passé pendant 20 ans, et même si et parce qu'il répondait à ses obligations, et qu'il n'y avait pas de, il y a pas eu de signal d'alerte. C'est pas un profil, il y en a une quantité, et c'est impressionnant de voir à quel point on peut avoir vraiment des caractéristiques complètement variées selon l'âge, suivant le milieu professionnel, familial, les antécédents. Enfin, c'est incroyable. Là, on nous dit les déclarations des témoins, c'était un voisin gentil, il était aimable, il nous rendait service, il travaillait, enfin voilà, c'était un type bien. Mais c'est effectivement, je veux dire, une constante. Enfin, si je prends juste un exemple qui pourrait fâcher quelques-uns, mais on connaît tous un certain nombre d'hommes politiques. Je ne parlerai pas simplement de la France. Il y en a aussi. Et vous ne citerez pas de nom. Beaucoup à l'étranger, beaucoup. Enfin, on a vu ça. Et on le voit de plus en plus. Donc des gens qui sont particulièrement bien insérés dans la société, enfin, pour qui on vote, ou on allait voter, ou on a voté, enfin, des gens qui ont une image absolument superbe d'eux-mêmes. Voilà. Et ce sont des gens qui sont capables de passage à l'acte, qui sont absolument odieux. Donc oui, je suis assez d'accord avec le Dr Coutanceau, la sexualité est vraiment un des aspects de la personnalité de l'homme qui est le plus caché. Donc vous pouvez très bien avoir une façade absolument merveilleuse, enfin, quelqu'un de bien inséré, qui est même parfois même très proche du sommet du pouvoir, et qui a une sexualité assez plus que problématique, quoi, même criminelle. Voilà, c'est ce qui est. Et ce que je dirais aussi, c'est que on peut avoir effectivement des périodes apparemment dormantes, j'allais dire. Mais c'est oublier que beaucoup de malades ou de personnes